Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette projection « Je ne suis pas un ange » qui s'inscrit dans le cadre de la rétrospective consacrée à Mae West qui a commencé jeudi dernier et qui va durer jusqu'au 10 mai. Elle n'est pas longue, mais il y a peu de films, mais vous allez voir, il valent le coup. Cette projection sera suivie d'une discussion avec Muriel Joudet, qui est d'une certaine façon un peu à l'origine de cette rétrospective, puisque l'idée en est venue après avoir lu un chapitre de son livre « La seconde femme » consacré à Mae West. Elle fait un portrait, c'est un livre où elle fait le portrait de différentes actrices, pas seulement hollywoodiennes, et il y a un chapitre très très éclairant sur ce que représentait Mae West dans l'histoire du cinéma hollywoodien, dans l'histoire du cinéma en général. Et l'autre, je l'ai dit l'autre soir, mais l'autre impulsion, ça a été celle de revoir dans le rétrospective Raoul Walsh un film avec Mae West qui était Ali du Klondike, et là c'était plus possible, il fallait remontrer les films de Mae West à la Cinémathèque, donc on est très très heureux et très fiers de le faire. Voilà, Muriel a écrit le texte consacré à Mae West dans le programme, elle a également réalisé une vidéo, enfin elle a commenté et réalisé une vidéo qui à la fois embrasse la carrière de Mae West, mais aussi exprime un certain nombre d'idées sur ce qu'incarnait Mae West. Et c'est pour cette raison qu'on lui a proposé de venir discuter avec moi, et avec vous, après la projection du film. Voilà, ne partez pas dans le jeu du film, vous apprendrez des choses sur cette actrice incroyable qui était Mae West, et plus qu'une actrice, cette figure incroyable que représentait Mae West. À toi, Muriel. Oui, un petit mot bref. Déjà, merci d'avoir, parce qu'il y a Titanic en face, merci d'avoir choisi la salle sexe et indépendance affective plutôt que la salle voilà, amour, iceberg, romantisme et radeau. C'est une blague, mais en fait, c'est très sérieux parce que Hollywood s'est construit sur le romantisme, sur le mariage, sur voilà, c'est idéologiquement Hollywood s'est vraiment construit sur ça. Surtout ça a commencé à partir des années 40 et pendant les années 30 a sévi Mae West qui a pu, le temps de quelques films, passer comme ça et raconter autre chose. J'expliquais à l'ouverture que son féminisme tient surtout au fait que c'est une figure anti-romantique et qui a vraiment... j'y reviendrai tout à l'heure sur la question de la blonde platine et comment la blonde platine a été une sorte de monstre qu'a créé Hollywood, mais qu'elle a très vite détruit. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, on voit un extrait d'un film qui s'appelle « Je veux être une lady ». Et dans ce film, Mae West attrape au lasso un homme. Et dans les années 50, dans Bus Stop, c'est un homme qui attrape au lasso Marilyn Monroe. Et pour moi, cette image résume à peu près tout ce qui se passe, la régression politique, féministe, qui se passe entre les années 30 et les années 50. Et surtout résume Mae West. Et le film que vous allez voir, donc elle a sévi le temps de quelques films. Hein, si vous regardez sa filmographie, si vous suivez la rétro, vous allez voir comment la censure la fait progressivement, enfin l'assèche progressivement, et la corsette. Et là, vous allez voir, moi je pense que c'est évidemment mon préféré avec She Donnelly Monk, précisément parce que ce sont les deux films, donc le film d'ouverture, Lady Lou, dans lequel son génie créatif, son talent sont portés à incandescence. C'est-à-dire que là, elle a quasiment toute liberté. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait le film que vous allez voir est un film réalisé par Mae West. Elle choisissait absolument tout, les acteurs, elle a écrit les dialogues, elle choisissait ses costumes. C'est la Paramount qui disait qu'elle était à elle toute seule une unité de production et elle a contrôlé tout. Donc c'est très très rare dans l'histoire du cinéma hollywoodien, qui plus est en 1933. Et ce film-là, comme She Donnelly Monk, Mae West c'est une figure totale, assez méconnue en France, je crois. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que suite à ces deux films, je crois qu'il y a 47 millions d'Américains qui ont vu ces deux premiers films, enfin les deux films qu'elle a vraiment signés. 47 millions sur 122 millions, j'ai regardé. C'est énorme, et c'est la femme la plus riche des États-Unis à cette époque. Donc voilà. C'est important de le savoir quand on regarde le film, donc elle a vraiment déversé cette énergie libidinale absolument partout, et même en France, il y a des textes de critiques qui étaient sous le choc. Voilà. Donc je vous laisse regarder le film. À tout à l'heure, merci. Ça vous a plu, visiblement.
Alors je ne sais pas par quoi on va commencer, peut-être par le film en fait. Moi je trouve que c'est le plus réussi de tous ces films, c'est le plus parfait. Sachant que c'est des films qui ont une structure assez bizarre parce que c'est une suite de scénettes. C'est un cinéma qui est très parlé, très bavard, qui est le typique du cinéma hollywoodien du début des années 30, du début du parlant. D'ailleurs, c'est une période où on fait venir énormément de gens de Broadway, pas seulement des acteurs, mais aussi des réalisateurs comme Cukor, par exemple. Mais peut-être sur le film lui-même, pourquoi c'est le meilleur ? C'est dur de ne pas réagir en premier sur l'admiration et la splendeur du film, en fait. Ce serait un peu... Là, j'ai pas envie de me calmer par rapport à ma première émotion de spectatrice, où on se dit, mais quelle personnalité, quel génie, quelle femme, et surtout de se dire que 90 ans après, c'est toujours la même chose, rien n'a bougé, et même elle le savait, elle a toujours dit... Je sais que le sexe, c'est la seule chose qui ne se démodera jamais. Après, c'est au-delà du sexe, c'est ses talents de comédienne, de comique, cette chose très complexe qui associe encore une fois à la blonde platine de rendre drôle le sexe, et qui n'a pas duré très 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 longtemps, qui est revenue ensuite avec Marilyn Monroe, mais là encore, avec Marilyn Monroe, c'est toute une autre histoire encore, puisque... précisément, c'est quelques films dans la carrière de Marilyn Monroe. Mais en voyant le film, je me suis dit, en fait, je pense que évidemment, la censure, elle a censuré toutes ces allusions au sexe, toutes ces phrases à double sens qui étaient le génie de Mae West. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils ont surtout censuré une femme émancipée. Je pense que c'est ça qui leur a fait peur. Et ça va ensemble, en fait. C'est ce que je disais au début. Ça va ensemble. Et ce qui me frappe dans le film, dans cette structure très bizarre, c'est que tout est construit, c'est une succession d'apparitions, je sais pas combien il y a de robes, enfin c'est assez, on dirait un concert de Lady Gaga, enfin un truc un peu, c'est vraiment hallucinant, ou de Madonna plutôt, parce que je pense que Madonna a appris beaucoup de choses à Mae West, et à travers Madonna, Jean-Paul Gaultier, je me souviens dans l'exposition de Jean-Paul Gaultier, il y avait des photos de Mae West, et il lui a repris certaines tenues. Tout ça pour dire... Le quoi ? Oui, voilà, le soutien-gorge conique qu'on voit très bien dans Je veux être une lady. Et donc c'est un défilé de mode, et c'est un film, je pense que là on est au sommet de quelque chose qui est le SAR système, mais au sens le plus purifié du terme, c'est-à-dire qu'il y a de la fiction, mais c'est un prétexte. Il y a juste une femme qui met le public en adoration et les personnages et les hommes dans le film en adoration, et pas que les hommes, les femmes aussi. Donc il y a une sorte de mise en abîme permanente. Le procès aussi est construit comme les hommes de sa vie, et les gens qui lui en veulent, c'est les censeurs. Le public du procès, c'est nous. D'ailleurs, on rit en même temps que ce public-là. Et elle passe son temps à construire ces films comme ça, comme une sorte de métaphore de la salle de cinéma. Et tout le film est construit comme ça. Il y a tout le temps un parterre d'admirateurs devant elle. Et ce parterre d'admirateurs, c'est nous. Mais construire un film à ce point sur l'admiration d'une femme, la fascination qu'elle suscite, et aussi son ego, c'est-à-dire que ce qui est génial chez Mae West, c'est qu'elle est la première à s'adorer, et en s'adorant, elle sait que les autres vont suivre. Ça tient vraiment à une confiance en soi, sens presque de Emerson, quoi, américaine, qui est hallucinante. Et c'est parce qu'elle ne doute pas d'elle, parce qu'elle s'adore, parce qu'elle s'aime, que les autres l'aiment autant. Et ça, c'est une leçon, je trouve, de féminisme implacable. Oui. Donc, il y a une chose qui m'a frappé et qui frappe, parce que tu dis qu'effectivement la séquence du procès, c'est un théâtre, en fait, qu'elle met elle-même en scène. Enfin, c'est très frappant, mais finalement, ce qui est frappant dans ces films, c'est que souvent il y a une espèce de rupture du quatrième mur. C'est-à-dire, elle lance ses punchlines pour le spectateur dans la salle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films où on recherche un naturel, fut-il un naturel de théâtre, etc. Il y a quelque chose chez elle, une affirmation qui passe par la conscience de l'existence du spectateur et le fait qu'on s'adresse directement à lui, ce qui leur donne un effet, qui leur donne une dimension assez moderne, je trouve.
Enfin, il y a presque quelque chose. On parlera en détail de tout parce qu'il y a vraiment à la fois la chose et la théorie de la chose chez elle. Il y a une forme de distanciation par rapport à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, etc., qui passe par l'idée que je m'aime, c'est moi qui parle, c'est moi qui dirige tout, et tout doit être à mon service. C'est-à-dire que le récit ne doit pas être à mon service, la fiction, la mise en scène, c'est moi qui dirige tout, et quand je dis un truc drôle, je prends le temps d'être sûr que le spectateur dans la salle rigole. Et ça donne un effet évidemment totalement non naturel, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, et c'est pour ça qu'on a pu la comparer, c'est assez frappant, je pense que vous avez peut-être dû y penser, à Sacha Guitry. C'est vraiment la Sacha Guitry américaine, et même Ego d'ailleurs, hein, c'est vraiment, ils ont c'est gros. Ouais. C'est ça, et c'est là, et en plus de ça, c'est à chaque fois la colonne vertébrale de l'image, mais parfois elle est vraiment au centre avec sa robe et sa traîne pailletée, et elle fait vraiment tenir l'image, c'est-à-dire que quand elle n'est pas là, et là on voit, c'est un peu moins long que dans She Done You Wrong où elle met vraiment 10 minutes à arriver et on ne peut plus l'attendre. Là ça dure un tout petit peu moins longtemps, mais il y a il y a le cirque, le tapis, c'est ça, et il y a la foule comme ça qui est désorganisée puis qui d'un seul coup s'organise dès qu'elle arrive, et donc c'est ce que tu dis, moi c'est ce que je préfère, c'est-à-dire un rapport au public, elle est totalement branchée au public. Et je pense que c'est ça qu'ont vu les censeurs, c'est quelqu'un qui s'adresse directement au public, qui insuffle une énergie, on ressort d'un film de Mae West complètement galvanisé, et c'est parce qu'elle est comme ça branchée au public et qu'elle joue tout le temps avec le public dans la tête et avec une complicité qui la lie au public, qui fait qu'on est à la fois dans du théâtre, du vaudeville, presque même on dirait aujourd'hui du stand-up, enfin il y a un truc comme ça qui fait que Mae West croit pas en la fiction. Enfin, pour elle, la fiction, c'est quelque chose, c'est pas très intéressant. Elle est là pour faire briller faire étinceler sa personnalité, ce qui est la définition même d'une star. Une star, c'est quelqu'un qui, par-delà les films, bons ou mauvais, fait étinceler sa personnalité. Et pour elle, le cinéma, si elle va à Hollywood, c'est aussi pour ça. Oui, et puis au-delà de sa personnalité, elle a quelque chose à dire. En fait, ça, on en reviendra, mais elle a vraiment quelque chose à dire. Mais juste en t'écoutant, en parlant des blondes fatales à Hollywood, j'ai eu comme ça un choc. C'est qu'en fait, les blondes fatales à Hollywood, la plupart, là je parle de leur biographie, elles ont eu des destins tragiques. Jean Harlow est morte à 27 ans, Marilyn Monroe à 36 ans, alors sans parler des blondes moins connues, Jane Mansfield, Barbara Payton, ce sont que des destins tragiques, sauf elle. Oui. Elle, à 85 ans, elle va refaire des films, où d'ailleurs elle n'a pas changé. Enfin, elle n'a pas changé. Elle pense qu'elle n'a pas changé. Oui. Parce que déjà, elle arrive à Hollywood à 40 ans, c'est-à-dire elle est constituée, c'est déjà une célébrité. Et alors que la blonde platine, et pas que la blonde platine, l'actrice hollywoodienne est un produit manufacturé. C'est quelqu'un qui est fabriqué par l'usine hollywoodienne, qui lui appartient. Et Hollywood a un droit de création et de destruction sur ses actrices, encore plus pour les blonds platines, parce que là il y a quelque chose de l'ordre, même ce blond platine en fait il n'existe pas dans la nature, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, qui est fabriqué par Hollywood, et il est toujours lié, la blonde platine c'est une fausse blonde, donc c'est quelqu'un qui s'arroge une couleur qui n'est pas la sienne. Le vrai blond est plutôt synonyme de pureté, de vertu, de naturel dans le cinéma hollywoodien. C'est par exemple Lillian Gish dans les années 20, ou Grace Kelly chez Hitchcock, qui fait une vraie différence entre vraie blonde et fausse blonde. La fausse blonde, elle corrompt quelque chose, elle est liée à cette idée, j'insiste un peu là-dessus, mais de sexe en pure perte, qui est forcément pour une société aussi puritaine que les États-Unis, le sexe en pure perte, c'est un principe de chaos, c'est quelque chose, ça ne produit rien, ça n'a pas de fonction. Et en plus de ça, et ça c'est une dimension qui est frappante dans le film, parce que Mae West ne parle que de ça, mais aussi Jean Harlow, c'est la même époque, c'est le pré-code, les années 30, le blond platine, et Marilyn c'est pareil, c'est aussi lié, c'est des femmes qui viennent des classes très populaires, c'est des femmes pauvres, et souvent, en plus du mépris qu'on a, parce que en gros, on considère que c'est des putes, c'est ce qu'on voit dans le film. Les femmes de la haute société considèrent que Mae West est une prostituée.
c'est au-delà de ça, s'ajoute à ça un mépris de classe qui est évident et qu'on voit dans tous les films avec Gennaro, qu'on voit là. Donc il y a pour moi, la sexualité et ce mépris de classe, ça fonctionne ensemble en fait. C'est ce qu'on voit aussi dans les films des années 30. Plus une figure est populaire et vient des bas-fonds, plus elle est sexuelle. Et Mae West, c'est vraiment ça, c'est la classe, c'est le sexe, et c'est aussi... Alors, on pourrait dire que c'est peut-être excessif de dire ça, mais c'est aussi la race. C'est-à-dire que c'est elle qui... Là, ça m'a frappé en voyant le film sur grand écran. C'est elle qui impose, qui développe ces personnages de gouvernante. Elle fait ce qu'elle peut dans une époque où c'est pas possible de développer un personnage afro-américain, mais il y a des plans totalement gratuits sur ces gouvernantes et qui sont en fait ses complices. Et on peut d'autant plus le dire que dans Belle of the 90s, elle va imposer Duck Ellington dans le film alors que personne n'en voulait. Personne ne voulait d'un jazzman c'est-à-dire qu'il venait de noir. la côte Est, il était très cher pour la Paramount, il fallait faire tout l'orchestre qui venait d'être engagé au Cotton Club. Donc, elle a toujours imposé des personnes dans la limite de ce qui était possible. Encore une fois, je ne dis pas que voilà, ça reste des personnages qui sont à son service, qui sont quand même limités, mais dans cette limitation, on voit là que clairement, on a une sorte de docteur Mabuse du sexe qui est entouré de ses complices, et il y a des plans qui même chez Don Mimong, à un moment, la caméra panote sur sur sa gouvernante. Et là, on se dit, ce panoramique, c'est Mae West. Si la caméra se déplace pour saisir cette femme, c'est bien que Mae West l'a voulu. Et elle a toujours imposé ça dans les films. Donc, voilà, c'est le sexe, c'est la race, c'est la classe. En fait, c'est une figure profondément adulte. Et parce qu'elle est adulte, parce qu'elle fait apparaître des choses qui ensuite vont disparaître dans les années 40, parce qu'elle fait partie d'un cinéma adulte, il faut à un moment la faire disparaître. Sur la gouvernante noire, là, il y a un truc qui m'a frappé, je ne me souvenais plus, c'est quand... elle-même, sentimentalement, elle est assez affranchie, puisqu'elle va dire qu'elle a eu 5 maris, etc. C'est-à-dire qu'elle a une vie en dehors de sa pure fonction domestique. Et ça, c'est assez étonnant, quoi. Ouais. C'est-à-dire de sexualiser un personnage comme ça, etc. Et dans le film Lady Lou aussi, il y a aussi un moment comme ça où on prend en compte la vie sentimentale tout d'un coup de ces personnages qui sont souvent réduits à une fonction purement fonctionnelle, justement. Je pense qu'en plus ça se joue à la ligne près, c'est-à-dire que là la censure est déjà, alors elle va vraiment s'installer et être efficiente en 1934, donc un an après, et Mae West a contribué à faire que la censure s'occupe du cinéma. Elle faisait partie de ces personnes qui faisaient paniquer les ligues de vertu. Donc ça se joue à la phrase près. Et preuve en est, c'est que au début, là, les vinyles avec... j'avais noté ce... où je retrouve... la chanson de Dallas. Là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'était pas personne ne m'aime comme le Dallas Man, c'était personne ne le fait aussi bien que le Dallas Man. Je traduis en français. Et la censure a fait qu'elle a dû changer la phrase. Et Mae West se battait vraiment phrase par phrase, et même à partir du moment en 1934 où la censure s'est vraiment penchée sur ces scénarios, donc c'était à la fois une censure à la lecture des scénarios puis ensuite au montage final, elle avait ses méthodes, c'est-à-dire qu'elle disait je mettais des phrases extrêmement choquantes pour que le comité de censure ne voit pas les phrases un peu moins choquantes. Et elle se débrouillait comme ça, mais on est vraiment sur parfois c'était un mot, c'était une phrase, c'était des scènes coupées, et si par exemple, quand on voit Belle of the 19 de Leo McCarey, c'est frappant, on voit le film vraiment complètement charcuté. Il y a encore des trucs qui passent, mais c'est quand même un film complètement charcuté par la censure, et plus ça avance, plus le corset se resserre sur Mae West. C'est dans Belle of the 90s où elle dit, à un moment donné, il vaut mieux être regardé que de ne pas être regardé. C'est quand même, c'est ce que dira Slavoj Žižek quand il dira il y a pire que d'être un objet sexuel, c'est de ne pas être un objet sexuel. et donc, il y a dans les films de Mae West l'idée qu'il y a un regard masculin. Ok, on voit, les hommes passent leur temps à la regarder. Il y a aussi l'idée qu'il y a un regard féminin. Elle les regarde pas, elle les évalue un peu. Elle est tout le temps en train de... Elle les regard. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce rapport dialectique-là qui fait la force des films aussi. Et aucun n'est vraiment problématique. Ils font partie de l'univers, qui est celui des films, quoi. Mae West fait bugger le système de toute façon contemporain sur le regard masculin, puisque
ce qui est frappant et l'évidence même, c'est que dans la position de celle qui est regardée, elle est la plus forte et elle maîtrise son auditoire. Et c'est pas que elle qui se pavane ou se dénude devant les hommes, c'est qu'eux-mêmes sont dénudés par son apparition au début. Les plans sur les hommes, là aussi c'est une sorte de parterre comme ça d'hommes ils sont pauvres quoi, et il y a un vieux qui est quasiment sans dents et tout ça, et la manière dont il la regarde, moi je trouve ces plans absolument magnifiques. C'est lui aussi qui est dénudé par l'apparition de Mae West, qui est réduit à n'être qu'un pur désir, oui. Et en plus impuissant, c'est ça aussi, c'est l'impuissance de ces hommes à toucher, c'est regarder mais pas toucher. Ouais, alors il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le fait que les hommes la regardent et puis ils bavent devant elle, enfin c'est presque du Tex Avery, enfin il y a d'ailleurs qui a dû beaucoup voir les films de Mae West. Et elle comprend tout de suite, c'est-à-dire qu'elle les comprend. Elle dit même à un moment donné qu'elle a de je te comprends, enfin un petit vieux qui est devant elle comme ça, donc elle a pigé le truc. Et puis avec tout ça j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, bien sûr, tu parles de... En fait, elle n'est jamais à nu en fait. Elle est tout le temps habillée. Et en fait, là, c'est peut-être aussi cette dimension-là. Et on sait que c'est devenu une icône gay, Mae West. Je crois qu'il y a un film de Shirley Clarke, Portrait of Jason, sur un prostitué noir new-yorkais qui s'amuse à imiter Mae West. Là, on est dans les années 70. Donc, c'est une icône. C'est devenu une icône gay. Il y a quelque chose dans ces films du travestissement. C'est un travelot, en fait. Et ce qui veut dire aussi que c'est, en fait, on n'est pas dans le sexe, mais on est dans le signe du sexe. En fait, c'est un corps signe. C'est-à-dire qu'à la limite, on ne l'imagine pas au lit avec quelqu'un entièrement nu, parce qu'on ne voit pas comment elle arriverait à enlever ces robes de satin qui lui collent à la peau. C'est-à-dire qu'on est dans... un peu comme les... Un hiéroglyphe, quoi. Un peu comme les culturistes. Il y en a elle a fait des spectacles avec des culturistes. Dans Sextet, il y a une séquence avec des culturistes qui chantent autour d'elle, etc. Et le culturiste, c'est pas un homme nu, en fait. C'est ce que disait Baudrillard, le culturisme, c'est une combinaison veineuse et musculaire. C'est-à-dire qu'ils sont habillés, en fait. Et il y a cette dimension chez elle, c'est pas le sexe, mais le concept du sexe. Il me semble, enfin, je sais pas. C'est une combinaison, mais de plumes, et de fourrures, et de lamés, de paillettes, c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Il y a ce truc Ouais, du coup, ça me fait beaucoup réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette image du sexe que porte Hollywood, surtout dans les années 30. Qu'est-ce que c'est que ce sexe qui passe uniquement par les yeux et qui ne demande pas forcément une sorte d'hors-champ où on irait... Enfin, l'accomplissement du sexe, le rapport sexuel viendrait presque gâcher ce moment de tension érotique, en fait. C'est ça qui est fascinant avec Mae West. Et en lisant un peu des interviews de l'époque qui ont été d'ailleurs éditées, je les livre quelque part, je vais le retrouver tout à l'heure, elle dit... elle avait vraiment un plan établi. Déjà, elle dit, à partir de 6 ans... très jeune, je voulais être une star et j'ai tout fait pour travailler. C'est-à-dire que le film a tellement le charme de quelque chose d'à la fois naturel, presque spontané, qu'on en oublie qu'elle travaillait. Elle raconte souvent qu'elle n'allait pas aux soirées, elle passait son temps à travailler pour être une star, et puis travailler aussi pour éduquer les Américains et les femmes américaines à la sexualité. Et d'ailleurs, son rapport aux femmes est très très ambigu. Il y a plusieurs... palier, il y a toujours des scènes où elle éduque une femme qui vit un chagrin d'amour, qui pleure ou qui veut suicider à cause d'un homme, et elle lui dit, comme ici, prends tout. Qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est ça. Et là, elle le dit, il n'y a qu'une leçon, prends tout et donne un minimum. Ça arrive tout le temps dans les films. Donc ça, c'est le stade, on va dire, sororité, comme on dirait aujourd'hui. Il y a le stade aussi rivalité. Et là, c'est plus proche de ce que vivait Mae West. Elle disait, je m'intéresse qu'aux hommes, les femmes ne m'ont jamais intéressée. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment construite tellement contre sans doute une certaine jalousie, mais contre les femmes ne devaient pas forcément acquiescer devant Mae West, et surtout avaient peur. C'est le principe de la blonde platine. Pour le coup, contre l'idée de sororité. Oui, c'est ça, en fait, il y a plusieurs, il y a tout. C'est très très complexe, c'est pas... Et je pense que c'est pour ça que c'est très fort et très intelligent. C'est qu'on a la sororité, on a la complicité avec les femmes afro-américaines, puisqu'elle vient, tout en étant blanche, elle s'identifie à elle socialement. Et puis il y a les femmes de la haute qui la détestent, qui ont l'impression, parce que Mae West va leur voler leur mari, et voilà, le crépage de chignon. Je dis ça parce que dans Chez Dame Limon, il y a un
crépage de chignon. Et on a ces 3 strates qui me semblent être... c'est hyper intelligent et hyper beau de voir que ces 3 rapports aux femmes existent, mais je pense que dans sa vie privée, elle, ce qu'elle a l'air de raconter, c'est qu'elle n'avait pas l'air d'aimer beaucoup les femmes, parce que les femmes n'ont pas aidé, parce que... et elle disait, il n'y a que les hommes qui sont intéressants. Bon, c'est aussi ce qu'elle raconte dans les films. Et en même temps, elle voulait éduquer les femmes, elle répondait à des centaines de milliers de courriers de fans qui lui écrivaient et qui lui demandaient des conseils conjugaux. Et elle écrit ce que peu de gens réalisent, c'est que mon travail a un plan et un but délibéré. C'est généralement longtemps après la mort des pionniers que leur travail est respecté et que les vérités qu'ils défendaient sont reconnues. Des milliers de femmes ont posé les questions les plus personnelles sur leur mari et leur vie amoureuse. Elles ne savent rien du tout sur la sexualité car le sujet est caché aux enfants, tenus à l'écart des livres, des écoles et de l'éducation. Donc elle avait derrière le côté un peu frivole, on pourrait croire des films, il y avait une entreprise d'éducation de masse qui a marché, qui a fonctionné le temps où elle a pu le faire, mais qui passait par les heures, qui passait par des interviews. Et ça, c'est frappant dans le film. C'est-à-dire que c'est encore... c'est la chose qui n'a pas... il n'y a rien qui a vieilli dans le film, mais c'est la chose qui me semble être la plus forte, cette dimension éducative qui consiste à dire je vais déjà démoraliser le sexe au sens moral, je vais en faire de la comédie, je vais le dédramatiser, et ça elle insiste beaucoup sur le fait qu'il fallait absolument faire comprendre aux Américains que le sexe n'était pas quelque chose de tragique. C'était un peu son obsession. Oui, d'ailleurs c'est pas complètement gagné. Je ne peux pas me lancer sur aujourd'hui. Non mais sur la censure, quelque chose qui m'a frappé, c'est en travaillant un peu sur Mae West, c'est qu'en fait la censure à Hollywood se renforce, en 33, 34, surtout en 34, le système devient... Alors c'est un système d'autocensure en fait, c'est une association qui est créée par les producteurs hollywoodiens, qui est créée d'ailleurs pour éviter les ennuis des censures locales. Parce qu'il y avait chaque État avait sa censure, chaque ville, etc. Donc on crée un système d'autocensure à Hollywood, et donc ce qu'on appelle le Codays ou bien le Green Office, c'était un système hollywoodien créé pour éviter que les films après subissent diverses difficultés. Ça n'empêchait pas d'ailleurs. Il y avait des villes qui interdisaient la projection de certains films, etc. Mais en tout cas, c'était un système pour contrer les censures locales. Et ce système se renforce vraiment de façon très forte en 1934. Et je l'ai frappé par le fait que le système de... Mais vraiment, tout d'un coup, je dis, mais c'est pour ça, mais c'est bien sûr, c'est au moment où la prohibition prend fin. C'est-à-dire qu'on interdit, c'est vraiment la même, il y a cette idéologie puritaine dans les deux cas, hein, faut pas, les ligues de vertu étaient des ligues de tempérance, et au moment où on peut de nouveau se mettre à boire de l'alcool, disons officiellement, légalement, parce qu'en fait on n'a pas arrêté d'en boire, le système de censure est arrivé, et presque pour se dire, l'alcool permet encore plus tous les débordements, et donc il faut surveiller tout ça. Donc je sais pas, c'est une pure théorie construite sur place, là, mais pourquoi pas. Non, mais en plus de ça, je pense que... Parce qu'on voit, mais dans le film, par exemple, de jeudi, ils n'arrêtent pas de boire des bières énormes, etc. C'est-à-dire qu'on sent que, voilà, il y a une libération aussi qui est celle de l'alcool légal. Mais en plus, je pense qu'Hollywood se met au pas, enfin, accepte ce système aussi pour... c'est souvent lié, la censure, c'est souvent pour des raisons aussi commerciales, c'est-à-dire qu'il y a derrière la menace d'un boycott massif des films. Donc Hollywood est obligé de se mettre au pas, parce que derrière, voilà, il y a un public qui va disparaître. Et c'est vrai que... bon, moi, je trouve ça... Enfin, plus je revois les films, plus je me dis quel gâchis voir Mae West. C'est vraiment ce que je disais à l'ouverture, c'est-à-dire... C'est la seule qui a vraiment été détruite qui a vraiment disparu des images à cause de la censure. Là où on peut, par exemple, un James Cagney ou même d'autres, Joan Crawford, si on suit l'avant et l'après-censure, on voit comment James Cagney passe du mal au bien, enfin, se réforme quelque part, essaye devient respectable après avoir été aussi déchaîné que Mae West. Et d'ailleurs, la figure du gangster, comme la figure que représente Mae West, qu'on a souvent comparée à une sex-gangster, c'est pourquoi elle apparaît à ce moment dans les années 30, et pourquoi la croqueuse de diamants apparaît dans les années 30, parce que c'est la Grande Dépression, et que le thème de la survie est central dans les années 30, et qu'on retrouve absolument partout dans les films avec Stanwyck, avec Crawford, avec Jean Harlow. C'est la survie qui est le centre de toutes les fictions, et du coup apparaissent les monstres amoureux que sont le gangster et
disons, la prostituée croqueuse de diamants. En fait, elle ne pouvait pas trouver sa place, j'ai l'impression, dans le système hollywoodien à partir de... Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que la censure, qu'il y a eu des mauvais films à partir du moment où la censure est devenue plus sévère. Hein. Hollywood est traversé par des chefs-d'œuvre dont certains abordent toujours la question de la sexualité ou les rapports entre les hommes et les femmes, mais on est obligé, quand on est un cinéaste comme Cukor ou Hawks, de le faire de façon que ça ne se voit pas. Or, elle, c'est quand même une artiste de l'énonciation. On comprend bien qu'elle parle de sexe, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est peut-être ça qui lui a coûté aussi sa longévité, enfin l'idée d'une longévité à Hollywood. Après, je trouve que moi j'ai toujours eu ce discours, la censure, ça a permis de suggérer plutôt que de montrer. Mais en voyant Mae West, je me dis non, il y a eu une perte de quelque chose quand même, qu'il faut quand même Il y a eu... et puis surtout, il y a ce... Alors que j'adore le cinéma des années 40 et que je l'ai découvert avant celui des années 30, je pense qu'il y a une perte. Après, c'est fascinant à regarder, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le sexe cru, filmé frontalement et intimement lié à des personnages issus des classes les plus pauvres, c'est qu'à partir des années 40, tout de suite, en fait, l'origine du cinéma qui était foraine, circassienne, ce qu'on voit dans le film, impure, devient une origine presque... C'est l'Olympe, d'un coup, on arrive chez Lubitsch, on arrive chez ces grands cinéastes... aristocrates et qui filment des classes, qui filment la haute société, et c'est par hasard si le sexe disparaît en même temps. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le sexe disparaisse, il faut monter d'une classe, quelque part. Et moi, c'est... parce qu'il est... Elle n'exclut jamais... On comprend toujours dans ses films qu'elle est d'extraction très prolétarienne, elle a l'accent de Brooklyn, enfin, Ain't, hein, elle dit Ain't. Et là, elle fait le voyage, c'est-à-dire que c'est pour ça que le film est très important et sans doute le meilleur, c'est qu'elle fait le voyage, on le voit aussi dans Je veux être une Heidi, mais c'est un peu pour moi un peu plus bref. Là, il fait vraiment le voyage d'une classe à l'autre, et ce voyage ne se fait jamais, et c'est là que sa lucidité politique est assez implacable, ce voyage ne se fait jamais sans... évidemment, vous entrez dans une classe qui n'est pas la vôtre, on va essayer de vous remettre dans votre classe. Et ça, c'est dans Je veux être une Heidi, c'est vraiment le sujet du film. Il y a toujours cette idée, on ne passe pas impunément d'une classe à une autre, et là, elle passe de son univers, qui est une sorte de Broadway forain, l'underworld, des bas-fonds, à... en fait, elle fait un voyage des années 30, du début des années 30 aux années 40. Le film raconte aussi ça. On a l'impression d'un pré-code ACE et d'un post-code ACE. Voyage vers la sophistication sociale. Je pense quand même, alors tu parles de son évolution dans les années 30, et notamment le fait que la censure l'a édulcoré, la censure au-delà de la censure, le système de production, mais il y a d'autres exemples en fait. Quand on regarde l'évolution des Marx Brothers par exemple, ce qu'étaient les Marx Brothers dans leur premier film, jusqu'à cette apothéose qu'est La soupe au canard. Et puis, alors évidemment, ça passe aussi par un changement de studio. C'est-à-dire qu'eux, ils passent de la Paramount à la Metro-Goldwyn-Mayer. Et progressivement, Hollywood va les édulcorer, va les émasculer, va d'abord les disperser, ils auront moins de scènes ensemble, et toute la dimension chaotique, anarchiste des Marx Brothers va être véritablement détruite par Hollywood. J'ai pensé à ça aussi en voyant l'évolution de Mae West à ce moment-là. Et il y a le chaos qui disparaît de toute façon de la censure. Oui. Le chaos de James Cagney, le chaos de Mae West, le chaos... Alors il y a un comique de l'époque que je pense qu'on peut comparer à Mae West pour son anti-romantisme et son amoralité, c'est W.C. Fields. W.C. Fields, la haine des enfants, la haine de tout, en fait, sauf qu'il n'est pas sa chope de bière, enfin, sa queue de billard, quoi. Enfin, il y a quelque chose, une force chez lui, et ils vont se rencontrer, ils vont faire un film, il y aura un film où il y aura W.C. Fields et Mae West, alors sur le papier c'est génial, mais c'est trop tard, c'est My Little Chickadee, c'est trop tard, donc le film est sympathique, mais il n'est pas très réussi, et je pense que c'est une autre figure... on peut dire, révolutionnaire du cinéma hollywoodien des années 30. Une figure anarchiste, en tout cas, ou anarchique. Et je pense, avec Mae West, W.C. Fields, et c'est la figure masculine, en fait. Alors, ça passe par la sexualité, mais ça passe par la misanthropie, la haine de tout, quoi, en fait. C'est ce qui fait ça. Oui. Mais du coup, peut-être s'accorder sur le fait que c'est forcément plus fort chez une femme. De voir ça, moi je trouve. Mais c'est vrai que quand tu vois le film My Little Chickadee, là c'est là qu'on se dit quand même il y a une perte, quoi. Là il y a la censure qui détruit quelque chose, qui détruit des œuvres, surtout quand on sait que, en gros, Mae West ne voulait pas forcément
dédiée à Hollywood et se dédiait à être une actrice, sachant qu'elle n'était pas juste une actrice. Elle se voyait bien devenir scénariste. Elle raconte qu'on lui avait promis beaucoup d'argent pour écrire un scénario à Jean Harlow. Et je pense qu'elle aurait fini par... et je pense que ça tient qu'à elle, mais elle aurait fini par devenir une scénariste, une grande scénariste. Elle voulait produire, elle voulait réaliser. Et là, il y a quelque chose qui a été clairement empêché. Elle aurait pu rester à Hollywood, mais je pense qu'elle n'avait qu'un message à délivrer, que ce message ne souffrait d'aucune censure. Il ne pouvait pas être aseptisé, ce message. On peut pas aseptiser le sexe, mais la manière dont elle en parle, voilà, c'est... Elle ne pouvait pas trouver sa place. Non, elle ne pouvait pas trouver sa place, donc je pense que ça ne l'intéressait pas, et elle s'est désintéressée d'Hollywood aussi au moment où elle s'est rendue compte que Hollywood défigurait son travail, et elle raconte que le jeu d'acteur et Hollywood ne sont qu'une facette de la seule chose qui l'intéresse, et qui était le théâtre. Donc elle est allée ensuite, elle a fait une sorte de... Elle est devenue meneuse de revue, et elle s'est entourée comme ça de culturistes. C'est ça, à Las Vegas. Alors d'abord elle a fait le tour, elle est partie en tournée dans les États-Unis avec sa bande de culturistes, et puis ensuite elle s'est établie dans un palace de Las Vegas au Sahara. Mais je pense que en fait ça renverse un peu la perspective. C'est que je pense que Mae West n'a pas eu une carrière avortée à Hollywood. C'est plutôt que la scène Mae West a traversé comme ça plusieurs villes. Ça a été d'abord Broadway, puis ensuite elle s'est installée à Hollywood. Plusieurs moyens d'expression. Voilà, plusieurs univers, médiums, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus les conditions de possibilité de son monde, elle est passée à Las Vegas. Et Broadway, Hollywood, Las Vegas, on comprend très très bien cette logique-là, mais c'est plutôt que voilà, elle a traversé Hollywood plutôt qu'elle a été empêchée. C'est juste que ensuite Las Vegas lui a permis de faire ce qu'elle voulait, et elle s'est toujours installée là où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle veut faire, c'est juste être admirée, entourée de jeunes culturistes et de jeunes hommes à moitié nus. Et je vous invite à aller voir Sextet, qui ça allait nous amène, peut-être faut que tu dises un mot sur son comeback au cinéma, enfin qui a été tardif. Elle fait 2 films dans les années 70, et donc elle revient, et raconte-nous ça. Donc elle revient une première fois. Parce que c'est qu'ils ne sont pas encore passés les films, il faut y aller parce que ça vaut le coup. Oui, après le dernier, c'est un nanar mais sublime. Donc elle revient une première fois pour l'adaptation d'un roman de Gore Vidal qui s'appelle Myra Breckinridge, qui est une satire d'Hollywood couplée à une histoire de personnages transgenres. Et donc elle a un petit rôle, mais qui est limite du caméo, où elle joue Mae West, puisque ça aussi, il faut le dire, c'est que elle fait partie de ces acteurs qui ne jouent rien, qui ne croient pas du tout en l'idée de personnage. C'est un peu les meilleurs acteurs, hein. C'est comme Alain Delon, Deneuve, c'est des gens qui ne jouent rien, qui sont là et qui sont toujours d'abord eux-mêmes. Et donc elle a ce petit rôle, et ensuite, d'une manière assez inattendue, mais c'est aussi parce que c'est les années 70, là vraiment, elle revient un peu comme un morceau de nostalgie. Et puis aussi peut-être parce que... C'est camp aussi. Oui, c'est camp, voilà, c'est ça. De ce qu'on appelle le camp, c'est ça. Cette ironie. Mais elle revient comme un Mickey Mouse reviendrait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une figure culte comme ça qu'on fait revenir par nostalgie dans un film qui est quand même, je pense, très fauché, donc qui est l'histoire qui s'appelle donc Sextet, qui est l'histoire d'une grande star de cinéma. Donc Mae West a plus de 80 ans, je crois 84 ou 87, 85. Je crois que c'est ça. Qui se marie enfin pour la 6e fois de sa vie. Elle se marie, mais là c'est bon, c'est la dernière. Elle va se ranger et elle descend dans un palace. C'est avec Timothy Dalton qu'elle se marie. Il y a mais qui joue James Bond quand même. Le truc, c'est qu'il y a un parterre, il y a Ringo Starr, il y a Alice Cooper, Tony Curtis, il y a une quinzaine de... il y a Walter Pidgeon, je crois, si je me trompe pas. Enfin, oui. Et Ringo Starr, c'est fascinant. Et on sent que c'est des anciens fans, des fans tout court, qui viennent et qui acceptent de jouer dans cette grande blague. Et donc dans ce palace l'attendent tous ses ex et une équipe d'athlètes qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques, je crois. Et il y a des scènes hallucinantes.
avec des jeunes et faibles de 20 ans, elle tâte la marchandise, il y a toute une chanson sublime sur... en fait, on lui dit ce jeune athlète vient d'avoir 21 ans, et du coup elle commence à pousser la chansonnette parce qu'il a atteint sa majorité sexuelle, et ils vont pouvoir enfin coucher ensemble. Donc c'est une chanson qui chante les 21 ans de ce jeune homme. Ouais. Et quand on est devant cette scène, on se dit mais quel monde elle a rendu présent et palpable un monde absolument impossible. Et surtout, ce qui est très puissant chez elle, c'est que le désir de l'homme, son envie, n'est jamais questionné. C'est-à-dire que Mae West, dès qu'il y a un homme en face d'elle, elle va jamais se poser la question de « Ah, est-ce que je lui plais ?» ou pas. Évidemment qu'il est sous le charme et qu'il est en adoration devant elle. Et donc, elle inverse complètement. En fait, c'est un monde complètement renversé. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle est chez les femmes. Le pouvoir sexuel, il est chez les femmes. Enfin, tout... Le sujet sexuel, c'est la femme, l'objet, c'est l'homme. C'est ça, voilà. C'est ça. L'homme est à disposition, est une proie sexuelle. Et Mae West... et en fait, le simple fait d'avoir inversé comme ça les valeurs de notre monde et d'avoir dit, bon, en fait, ça peut exister parce que je l'ai décidé, ça fait que ça devient un rêve palpable. Et quand on voit les films, je pense que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on se dit c'est possible. C'est possible parce qu'elle l'a décidé. Et quand Mae West décide de quelque chose, ça finit par exister. Alors le temps d'une projection, c'est déjà pas mal. On va peut-être donner la parole à la salle s'il y a des questions, des réactions enthousiastes ou scandalisées. Oui, je ne comprends pas ce que vous dites. En fait, Hollywood n'a jamais arrêté de parler de sexe. Après, on a toutes ces stars sublimes du cinéma qui ne parlent que de sexe. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit qu'il avait arrêté. À l'époque de Mae West, justement, il y avait deux autres stars qui sont Marlène Dietrich et Greta Garbo, qui sont des figures, effectivement, qui portent le sexe. Les Sternberg Dietrich, ce n'est que des histoires de sexe. Et puis, justement, la haute classe montrée par Sternberg, par exemple, dans l'Impératrice Rouge, ce n'est pas que de sexe. L'Impératrice Rouge s'est tournée à la même époque, c'est-à-dire avant la fermeture de la censure. C'est pas ce qu'on a dit, mais par contre, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle Mae West Dietrich, sauf que Dietrich, c'est sublime les films de Sternberg, Morocco, c'est sublime, mais Dietrich c'est un romantisme noir, c'est quand même s'annihiler, oui c'est ça, c'est vraiment se dissoudre dans la passion romantique et amoureuse, se détruire pour un homme. Alors c'est évidemment sublime, mais je pense que Mae West n'est pas du tout d'accord avec ça, quoi. Donc c'est si vous voulez, c'est l'image inversée Dietrich. Et surtout, c'est l'image européenne, beaucoup plus sophistiquée, là où Mae West, c'est vraiment la déesse du sexe pour tous. Et Dietrich, ce serait la version européenne, intellectuelle. Et puis, avec aussi cette dimension où Dietrich aussi passe par le regard de Sternberg, là où Mae West n'a besoin de personne pour se mettre en scène et fabriquer l'image. Donc il y a beaucoup de distinctions, mais après le sexe et Hollywood, c'est ce qu'on a dit, on est évidemment partout. On va dans les années Babylone de Kenneth Anger. Mais ça c'est la vie à Hollywood, c'est pas le cinéma, c'est pas la même chose. Oui, on sait qu'une partie de l'ouvrage c'est très fantaisiste quand même par ailleurs. Oui. C'est les scandales. Par ailleurs, ça n'a jamais arrêté. Et puis, oui, mais... je sais pas, je la trouve elle est rigolote, mais elle est terriblement vulgaire. Mais je trouve que sa démarche et tout. Comment dire, c'est sa force. Absolument, c'est de l'art vulgaire. Non mais la vulgarité est une qualité, c'est ce qu'il y avait à comprendre du film. En fait. Non, juste un mot sur le sexe a toujours été présent de l'histoire d'Hollywood. Ce qui n'est pas toujours possible, c'est le type d'énonciation. La vulgarité, c'est un jugement. Enfin, pour le coup, c'est Mae West dirait mépris de classe. Enfin, vous voyez, c'est exactement ça que montre le film, c'est-à-dire et vulgaire, ce que vous identifiez comme... Il y a une vulgarité prolétarienne, elle incarne une vulgarité prolétarienne. Mais sa manière de parler, elle parle
C'est pas de l'anglais très shakespearien, quoi. Si je peux me permettre une observation générale sur l'intervention de M. derrière, c'est peut-être la différence, ou peut-être il faudrait faire la différence entre guillemets, le glamour présentable et de l'autre côté, une forme, entre guillemets, d'obscénité un peu irrecevable. Oui, mais c'est une question de degré. L'obscénité, elle est partout. De toute façon, dès qu'on parle de... Dans le cinéma hollywoodien, surtout les grandes comédies, Hawks, Cukor, c'est obscène. Mais c'est pas le même... c'est pas une obscénité qui est située sur le même... Enfin, il y a des critères, il y a des manières d'énonciation qui sont plus ou moins camouflées. Il y a des stratégies, en fait. Les cinéastes, pour se défendre, ont inventé des stratégies. Celle de... À la limite, c'est la moins stratège, Mae West. Elle énonce. Et donc ça, c'était impossible il était impossible que ça se prolonge dans le système. Mais évidemment, il n'y a rien de plus sexuel que les films de Cukor, les films de Mitchell Eisen, Howard Hawks, n'en parlons pas, les robes éclairs, les fermetures éclairs qui ne se ferment pas, etc. Enfin, on ne parle que de ça. Lubitsch, bah évidemment, Lubitsch, non mais ça, évidemment. Mais c'est une histoire de stratégie, en fait. De stratégie, et Mae West, elle n'est pas stratège, c'est de l'énonciation directe, et à un moment donné, ça ne peut pas tenir, quoi. Je sais pas, voilà. Bon, d'abord, merci beaucoup pour ce dialogue que je trouve vraiment fascinant. Et vous faites vraiment le tour. Là, on fait beaucoup. Oui, vous faites vraiment le tour. J'attends les diamants. Notamment, je suis très content que vous avez parlé de race, parce que je trouve que c'est un aspect peut-être sous-estimé dans ces films. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'elle a fait dans la limite du possible, donné les conditions de l'époque. Et je trouve aussi, dans tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant, elle rend hommage aussi, rend beaucoup hommage à la culture noire américaine. Parce que si on ferme les yeux, si on ne sait pas ce que c'est Mae West qui joue, on entend presque Bessie Smith. Elle chante comme une noire, comme une chanteuse de blues noire, avec les mêmes tics vocaux. Et voilà, je trouve ça super. Deuxième chose. Oui, par allusion à une autre chose que vous avez dit. J'ai lu une fois qu'elle a pris son inspiration par les spectacles de... Bon, à l'époque, on ne les appelait pas drag queens, n'est-ce pas? On les appelait female impersonators, les imitateurs de femmes. Donc elle a pris son inspiration en regardant ces spectacles dans les années 20. Ça existait déjà dans les années 20. Donc, il faut toujours garder à l'esprit, à chaque fois qu'on voit un film de Mae West, en fait, ce qu'elle est en train de faire, elle imite un homme c'est une femme qui imite un homme qui imite une femme. Oui, c'est vraiment ça. C'est un travelot, en fait. Elle parodie la masculinité, et en même temps, en parodiant la masculinité, c'est une sorte d'hypertrophie de la féminité. Enfin, tout est très trouble. Mais même ça. Et juste une dernière chose. Notamment, elle fait allusion à ça. Peut-être ça a échappé à tout le monde, sauf peut-être moi, dans ça. Quand elle épelle le nom de l'avocat pour que la salle 10 le comprend. Et Pikovitz, n'est-ce pas? Et elle commence comme pansy. Alors, à l'époque, pansy était un mot d'injure, très injurieux, pour désigner des homosexuels. Et dans les spectacles de musical à cette époque-là, il y avait très souvent, ou peut-être même toujours, il y avait un personnage homosexuel, mais très efféminé, une efféminité, ça existe, effréné, qui se moquait
qui était lui-même homosexuel et qui se moquait de l'homosexualité. Et ce personnage s'appelait The Pansy. Donc, elle commence P comme Pansy. Donc, elle fait allusion à ça. Et d'ailleurs, voilà, le monsieur s'appelle Pinkowitz. Pink, rose. Le sous-titre n'était pas trop mauvais puisqu'il avait mis pédale. Voilà. Donc, qui est j'ai pas. Mais sur, c'est avisé, quoi. Enfin, sur le fait le fait que Mae West serait peut-être noire, c'est-à-dire qu'il y a une critique de l'époque, un critique français, moi je l'ai pas, mais je pourrais la retrouver, elle est dans mon livre, où en gros il la compare et il utilise le mot négresse, quoi. Il décrit son corps, mais d'une manière dégoûtée, il décrit ses grosses lèvres, son corps, l'épaisseur de son corps, pour dire finalement voilà, une sorte de négresse. Et c'est vrai que je pense qu'on y a tous pensé à ce côté-là dans le film qui fait que du coup les femmes qui l'entourent, il y a une sorte de complicité exacerbée par le fait que je pense il y a quelque chose de cette trempe-là qui se joue. Et elle en joue beaucoup. Elle chante des blues. Enfin, c'est vraiment de la Oui, puis c'est aussi la sexualité qu'on attribue. On lui reprocherait aujourd'hui ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Oui, exactement. Ce qui serait absurde parce qu'il fallait être gonflé quand même. Enfin, c'est là-dessus. Et comme elle vient du peuple, l'expression artistique, beaucoup viennent de la culture noire, de la musique noire, enfin le jazz, le blues, etc., qui étaient des musiques non sophistiquées, non nobles. Et je trouve que ça, c'est assez impressionnant en fait. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça, dans les rythmes qu'on entend, il y a comme ça une atmosphère, comme vous l'avez décrite, très afro-américaine, quoi. Et qu'elle cultive beaucoup, même aussi en jouant peut-être sur cette sexualité qu'on attribue comme ça aussi au corps noir, cette sexualité sauvage qu'on attribue, tous ces clichés, tous ces préjugés, elle en joue. Et je pense que c'est pour ça que... je pense qu'elle le sait totalement. Et c'est pour ça qu'elle s'entoure de femmes noires. Et c'est pour ça qu'elle s'identifie aussi à elle dans un double mouvement. Et la deuxième chose, c'est par rapport à au drag queen et tout ça, que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle vient de là, elle vient de ces pièces-là, puisqu'elle en a elle-même écrites, et que si la Paramount l'appelle à Hollywood, c'est parce que elle a fait donc scandale à Broadway pour des pièces, notamment une qui s'appelait The Drag, où elle faisait monter sur scène 50 drag queens et homosexuels, et elle a fait 10 jours de prison donc à cause de cette pièce, ce qui a renforcé son succès, sa célébrité. Donc c'est pas juste qu'elle en a vu, c'est qu'elle faisait... vraiment, c'est elle-même qui écrivait ces pièces. Elle a participé de... En fait, je me suis dit, dans les années 20, ça devait être... Mae West à Broadway, ça devait être presque une pré-factory d'Andy Warhol, quoi. C'est-à-dire entouré comme ça de drag queens, de monstres, entre guillemets. Ça devait être un peu ça, le monde de Mae West. Et toutes ces pièces ont toutes fait scandale et mettaient en scène des prostituées, des homosexuels. Et elle dit aussi, ça m'a un peu interrogée, elle dit à un moment, la pièce que j'ai adaptée en film, She Done Mong, ne vous imaginez pas que c'est ma pièce, je l'ai quand même beaucoup aseptisée. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran est sans commune mesure avec ce qu'elle faisait à Broadway. Donc ça, il faut aussi replacer... on est tellement habitué à un certain puritanisme hollywoodien qu'on oublie que ça, en fait, ça peut être encore pire. Et c'est pas parce que la censure, là, se mêle pas trop de ces affaires, parce que quand même, il y a déjà de la censure à l'époque, et par ailleurs, Mae West tournait vite ses films pour que la censure n'ait pas de prise dessus. Mais il y a déjà de la censure là, et en fait ça aurait pu être encore plus pire si vraiment elle avait eu toute liberté, elle serait allée encore plus loin. Alors cherchant un peu, derrière il y a un nom qu'on a trouvé, c'est le producteur du film, qui donc travaille à la Paramount, il s'appelle William Le Baron. Et en fait, en retrouvant les génériques de ses pièces, vraiment ses premières pièces, on est dans les années 20, ce William Le Baron, il était là, il écrivait des livrets pour les comédies musicales qu'elle mettait en scène et qu'elle écrivait, etc. Et donc je pense que c'est par ce personnage-là qu'elle va arriver à Hollywood. Lui va arriver à Hollywood à la Paramount à la fin des années 20, donc pour devenir producteur à la Paramount, et je pense que c'est lui qui l'a fait venir, voilà, parce qu'il la connaît en fait. Vous dites que c'est la femme qui était la plus riche des Prenez un États-Unis. micro là, on ne vous entend pas. Vous dites que c'était la femme la plus riche des États-Unis. Qu'est-ce qui l'a rendue riche, le cinéma ou le théâtre? Le cinéma. Les deux films, surtout She Done Mong et celui que vous venez de voir. C'était d'énormes succès commerciaux.
C'est vrai que ça paraît un peu invraisemblable, mais j'ai vérifié. Et si la moitié des Américains l'ont vu, est-ce qu'elle avait plutôt du succès auprès des femmes ou auprès des hommes? Ça, vous ne savez pas. Alors c'est une très bonne question, puisqu'elle en parle elle-même, et en plus c'est assez drôle, parce qu'elle dit, bon, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était quand même que des hommes qui venaient, et puis ensuite, toujours on a l'impression qu'elle fait tout part, pour des raisons de business en fait, et assez cynique, elle dit, bon, à un moment j'ai quand même voulu faire venir les femmes, mais c'est pas parce que elle voulait toucher un public féminin, c'est juste qu'il y avait la moitié des États-Unis qui ne venaient pas voir ses pièces. Donc c'était pour des raisons de business qu'elle a commencé à faire des pièces pour les femmes. Et d'ailleurs, quand elle va à Las Vegas, c'est comme ça qu'elle fait venir les femmes. Elle dit, bon, les femmes ne viennent pas, donc je vais mettre des culturistes, et comme ça elles viendront. Et je trouve que dans... C'est les femmes qui Disons que moitié-moitié. Et comme vous ne savez pas répondre à cette question, moi je vais répondre un petit peu. Dans les lettres qu'elle a reçues, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, parce qu'elle fascinait. Elles avaient toutes envie d'être belles. Parce qu'elles donnaient des conseils conjugaux. Elle fascinait, elle faisait peur, elle leur donnait des conseils conjugaux. Mais dans le film, on voit, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sociologie du public de Mae West. À un moment, il y a un plan donc, sur ce couple qui vient, et l'homme qui sait à quelle heure exacte va passer la dompteuse de Lyon. Et on voit, et je pense que Mae West, c'est comme ça qu'elle figure son public, l'homme qui vient fasciné par elle, et la femme qui désapprouve un peu tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'elle a écrit ce film parce qu'elle rêvait de jouer une dompteuse de Lyon. Voilà, c'est tout simplement. Donc elle a réalisé son rêve. Ses désirs sont un peu désordres. Bonjour, je suis aussi très fascinée avec votre discussion tous les deux. Je fais une remarque, même si dans les films, les fois que j'ai vus déjà, dans la rétrospective, elle drague tous les hommes, elle adore tous les hommes, elle flirte avec tous les hommes, mais les trois films, elle finit par être mariée ou avec le boxeur, on a l'impression qu'ils sont ensemble. Donc je parle de moralité qui finit à la fin, et peut-être c'est à cause de Hollywood, probablement, mais elle fait tout ce qu'elle veut dans les films qui est merveilleux, etc. Tous les innuendos, sous-entendre, etc. Mais je me demande aussi, juste une dernière chose, si elle avait vécu ou été plus jeune dans les années 70-80, quand on commençait de voir les personnes dans les films dénudées, déshabillées, à mon avis, elle n'aurait pas fait parce que c'était pas son idée, son style, etc. Mais... Non, c'est des chapeaux et des robes. Hein. Et par ailleurs, je trouve que dans les années 70, la situation se dégrade pour les actrices et les personnages féminins au cinéma, contrairement à ce qu'on peut croire un peu comme ça. Je trouve qu'il y a presque plus de personnages féminins intéressants. Et merci pour votre question votre remarque sur la fin, parce que quand on voit la fin de Sheldon Limong, elle est dans sa calèche avec Cary Grant qui lui met une bague au doigt, mais à toute vitesse, et on comprend que ça aurait pu être une menotte, quoi. C'est vraiment, on comprend qu'il y a un truc tellement excessivement rapide, et je pense que, et vous avez raison de dire que, en fait, c'est comme les films avec James Cagney, c'est qu'à la fin, il faut quand même que le gangster meure, d'une manière ou d'une autre. Mais après, on sait qu'à force de voir des films hollywoodiens de cette époque, des années 40 et tout, on sait très bien qu'à chaque fois, le director's cut ne va pas forcément jusqu'à la fin. Et que la fin, c'est souvent le moment où on s'arrange avec la censure, et que tout ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a, que la fin est souvent juste avant. Mais pour moi, il y a cette idée de clôture, il faut toujours clôturer par... Je pense qu'il n'y a pas que la censure, ouais. Il y a aussi l'idée de... Mais ça devient du coup un code, ça devient du code. Réconforter le public. C'est plus réconfortant de se voir qu'elle... Parce que c'est dans la tête de tout le monde, donc il faut qu'elle se case à la fin. C'est aussi une raison commerciale, hein, tout bêtement. Elle finit sur une sorte de roucoulement à chaque fois. On l'a tellement vu pendant 1h30 regarder tous les mecs, on se dit ça ne durera pas. Puis elle finit sur un truc, moi je trouve presque obscène de roucoulement, de début d'acte sexuel. Là, elle finit pas sa phrase. Et en fait, elle prend le dessus et dit bah non, en fait, ça va pas. Je vous laisse imaginer la suite, mais ces fins sont à relativiser avec ce côté. Je ne finis pas la phrase parce que je vais aller baiser Cary Grant, quoi. Il y a pire, hein.
juste une dernière chose. Votre remarque qui disait que la fin de la prohibition, juste avant le code AIDS, je n'avais jamais fait la corrélation. C'est très intéressant. C'est bizarre, hein, c'est quand même troublant, comme dirait Colombo. C'est quand même troublant. Peut-être une dernière question, non? Ouais, il va falloir libérer la salle. Là-bas, il y a des questions là-bas. Attendez, on ne vous entend pas. Bonjour. Je vous ai posé la question de savoir quels ont été les rapports entre Cary Grant et Mae West. Moi, j'ai lu peu de choses, si ce n'est que Mae West considérait qu'elle avait lancé la carrière de Cary Grant et lui disait non, quand même, j'existais avant. Voilà, ça serait. Mais après, je pense que non, Mae West a quand même. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait Cary Grant où il est très reconnaissant quand même, mais pas oui. Et puis surtout, on peut s'imaginer comment elle choisissait ses partenaires de jeu. Enfin, c'est vraiment. Il y a une phrase où je sais plus, elle dit, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, une phrase de son cru, un peu obscène comme ça, où elle parle de Cary Grant, mais j'ai oublié la phrase où elle les choisit pas sur leur talent, mais sur est-ce que j'ai envie de jouer avec ce type, est-ce que j'ai envie de l'embrasser, et puis hop, Cary Grant s'avérait séduisant aux yeux de Mae West. Donc, mais je pense quand même qu'elle a lancé quand même sa carrière au cinéma, parce que j'avais regardé la film de Cary Grant. C'est quand même, ça commence un peu avec elle, quoi. Surtout, il est dans ses 2 meilleurs films. Bon. Le premier mot du film, qu'elle dit au vieillard qui est là d'apporter, on ne sait pas si elle dit I don't give a dime ou si elle lui dit don't give a dime. Et dans un cas, ça veut dire je m'en fous, et dans l'autre, ça veut dire bon, pas la peine, quoi. Et c'est le premier mot la première phrase du film, et selon la manière dont on la comprend. Tout peut se comprendre. Oui. C'est déjà ambigu. Le principe de Mae West. Oui, c'est ça. Et bah, justement, pour finir sur cette phrase, il y a un acteur qui avait joué avec elle qui disait même quand elle dit j'ai l'appendicite, ça sonne comme une proposition sexuelle. Merci Muriel. Merci. La rétrospective continue. Alors on a parlé de Sextet et Mara Breckenridge. Ils passent dans la petite salle, donc prenez vos billets maintenant. Voilà. Parce que j'espère que vous avez envie de voir ça. Quoi? Oui, ça va. Je le garde. C'est quoi